Bien, bonjour. Bienvenue à notre première session de webinaire que nous allons vous proposer sur le domaine de l'eau et notamment du cadre réglementaire de la gestion de l'eau en France et en région. Donc, petit mot de démarrage, il s'agit de notre premier webinaire, toutes nos excuses s'il y a des soucis de connexion ou autres liés à la technologie. Ce webinaire sera divisé en deux sessions. Une première session qui va porter sur l'histoire de la politique de l'eau et une deuxième session qui aura lieu la semaine prochaine à la même heure, 14h30, qui sera dédiée au rôle des différents acteurs de la politique de l'eau. Je me prénomme Jonathan Bourdeau-Garel, je suis coordinateur eau et agriculture à FNE Centre Val-de-Loire et je serai accompagné très prochainement de Gérard Boudon, notre référent juridique bénévole à la fédération. Pour débuter, un mot de démarrage sur le cadrage réglementaire lié à la gestion de l'eau en France et en Europe, qui est au sein, on pourrait dire, d'un maillage relativement complexe, puisque la gestion de l'eau intègre de multiples paramètres, de multiples usages et de multiples acteurs. Donc aussi bien dans l'environnement, dans l'agriculture, dans l'industrie, pour les usages domestiques. Et c'est la raison pour laquelle une réglementation très complexe se greffe autour de la gestion de l'eau. Tout d'abord, il y a un certain nombre de directives ou de lois qu'on détaillera au fur et à mesure de cette présentation, telles que la directive cadre européenne sur l'eau, ou encore à l'échelle de la France, la loi sur l'eau. Nous avons des documents dits de planification, tels que le SDAGE, schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Nous avons des documents plutôt annexes en lien par rapport à l'action de l'eau, mais ayant un impact néanmoins important sur l'eau. Nous avons par exemple un certain nombre d'autres directives, telles que la directive nitrate, qui forcément influence beaucoup la qualité de l'eau par rapport à la pollution par les nitrates. Et nous avons également, qui date un peu, mais néanmoins important en lien avec l'eau, le Grenelle de l'environnement. L'objectif de ce webinaire, c'est de détricoter tout ceci, vous expliquer tous ces grands textes en lien avec l'eau, et ensuite nous parlerons de qui fait quoi dans cette gestion. En élément d'introduction, pourquoi tant de choses, on dirait tant de réglementations sur la gestion de l'eau? Concrètement parlant, on peut dire que tout ceci est apparu de façon assez importante après la Seconde Guerre mondiale. Que ce soit forcément à l'échelle française, européenne ou mondiale, il y avait un monde à reconstruire et donc un monde à nourrir. Et donc un monde à nourrir, c'était un monde où il fallait produire plus, beaucoup plus, donc avec des nouvelles techniques, donc avec naissance de l'agriculture dite conventionnelle, qui demandait donc plus d'intrants chimiques, nitrates, pesticides. Nous avions aussi des usages importants liés à l'eau par rapport à l'industrie, par rapport aux nouvelles constructions, la population qui a augmenté, donc des impacts aussi sur l'eau d'un point de vue quantité. Un exemple pour montrer l'impact de ces usages sur la quantité d'eau, ces trois graphiques montrent par exemple les usages de l'eau d'un point de vue quantitatif de 1900 jusqu'à 2025 pour l'agriculture, les usages domestiques et l'industrie. Deux choses importantes. La première, c'est les couleurs, on va dire plutôt foncées, donc vert foncé pour l'agriculture, marron pour les usages domestiques et rouge foncé pour l'industrie. Ce sont les volumes prélevés, c'est-à-dire la ressource brute utilisée en eau pour ces différents usages. On voit qu'on a une augmentation quasi exponentielle pour ces trois types d'usages, de quantité très importante pour le secteur agricole, qui ne cesse d'augmenter. Et un deuxième point important, ce sont les volumes consommés.
La différence avec les volumes prélevés, c'est que les volumes consommés, c'est en gros la part d'eau, le volume prélevé qui ne revient pas dans le milieu naturel. Et donc, ça représente autant d'impact sur la ressource en eau. Et là, information intéressante, c'est au niveau du secteur agricole qu'en proportion, les volumes consommés sont très importants par rapport aux volumes prélevés et aussi très importants par rapport aux autres volumes pour les autres secteurs en question. Donc, ce qui veut dire que l'agriculture a un impact important sur la ressource en eau et donc il y aura beaucoup de textes, beaucoup de réglementations qui seront liées aux usages de l'eau et notamment en milieu agricole et qui visent justement à restreindre ces usages et à avoir des usages plutôt équilibrés. Alors, quelques éléments d'histoire. Donc, voilà, après la Seconde Guerre mondiale, on a besoin d'eau. Il faut néanmoins s'organiser pour partager cette eau. Naissance de la première loi sur l'eau en 1964, qui apporte un cadre très intéressant et important qui existe toujours dans la gestion de l'eau en France, c'est la territorialisation du pays en grands bassins hydrographiques qui sont au nombre de 6 sur la France et qui permettent sur cette échelle de territoire d'agir de façon intéressante sur la ressource en eau, c'est-à-dire par grands bassins hydrographiques en lien avec les grands fleuves, notamment. Donc nous avons le bassin Loire-Bretagne, sur lequel se situe principalement la région Centre-Val de Loire, qui est également à cheval sur le bassin Seine-Normandie, avec nous avons aussi le bassin Artois-Picardie, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée-Corse et Adour-Garonne. Donc ce territoire qui constitue le grand bassin hydrographique permet de structurer la gestion de l'eau et d'apporter une politique de l'eau en lien avec les enjeux qui sont liés au territoire, notamment le bassin Loire-Bretagne qui est le plus grand de France et qui est relativement très agricole et donc qui doit s'intéresser beaucoup plus aux enjeux agricoles, même s'il y a des enjeux industriels ou autres. En plus de cette création des grands bassins hydrographiques, il y a eu la création des comités de bassin, qui sont donc de véritables parlements de l'eau, permettant donc de gérer sur ces territoires les questions de l'eau, les questions de la politique de l'eau, pour apporter une gestion, on va dire, équilibrée de la ressource en eau par rapport aux différents usages. Un point également qui a été créé par la loi sur l'eau de 1964, c'est l'application du principe de taxation des atteintes à la ressource en eau. En effet, là, avec un comité de bassin, on s'organise dans un territoire, mais pour faire fonctionner cette machine, il faut, on va dire, un moteur financier. Et donc, le principe a été que tout usage de la ressource en eau a un potentiel impact sur celle-ci, et donc est soumis à une taxe qui s'appelle donc le principe qu'on appelle maintenant pollueur, utilisateur, payeur. Je précise qu'on le détaillera un peu plus tard dans ce webinaire. Et ces agences de bassin, ces territoires sont gérés aussi via des agences de bassin pour ce volet financier, avec un conseil d'administration par grand bassin hydrographique. Juste pour vous donner une idée sur ces différents territoires, nous voyons bien que le territoire Loire-Bretagne est très grand. Et donc, que ce soit de l'amont vers l'aval de la Loire, les enjeux peuvent être très différents. Et donc, les mesures associées également différentes. Nous avançons petit à petit dans les années, voire les décennies, puisque nous passons de 64 à 1992 avec la seconde loi sur l'eau, qui est également une loi très importante dans la gestion de l'eau, puisqu'elle a apporté deux nouveaux outils, des outils dits de planification qui s'appellent les SDAGE, pour schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, et les SAGE, schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Alors, avec cette loi de 92, on avance davantage dans l'aspect préservation des écosystèmes, préservation des zones humides et de la ressource en eau globalement. Donc là, c'est sûr qu'on fait suite aux années 80, début des années 90, avec tout ce qui est notion de développement durable, d'écosystème. Et donc, nous avançons de façon notable vers cette préservation. Donc, au-delà d'une gestion équilibrée de la ressource,
Il s'agit vraiment de protéger les milieux aquatiques. Donc les ISAGE et les SAGE ont été créés, ce qui permet donc d'apporter dans ce même périmètre, donc les grands bassins hydrographiques, eh bien, ce qui permet de créer des programmes permettant d'inclure des objectifs d'action et donc de s'organiser autour de ces programmes. Il y a des éléments aussi importants en matière de gestion de l'eau qui concernent les régimes dits d'autorisation ou de déclaration. Donc ce sont des mesures administratives mais importantes qui concernent les actions en lien avec les milieux aquatiques qui conditionnent la réalisation de ces actions et donc théoriquement qui limitent l'impact de ces actions sur les milieux aquatiques. En 2000 a été créée la directive cadre sur l'eau qui apporte un cadre communautaire de la gestion de l'eau auprès de tous les États membres. Celle-ci a été transposée en droit français en 2004 pour une première transposition. Elle fixe le principe d'atteinte du bon état des eaux qui se répète toujours, on l'expliquera pourquoi. Et elle a été transposée une deuxième fois dans le droit français en 2006 avec la troisième loi sur l'eau qui s'appelle la LEMA, loi sur l'eau et les milieux aquatiques, qui, rajoute des éléments supplémentaires de protection de la ressource en eau, en rappelant donc le principe de l'atteinte du bon état écologique des eaux. Elle est à l'origine de la création de ce qu'on appelait l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, l'ONEMA, qui maintenant s'appelle encore l'Agence française pour la biodiversité, ou du moins a été intégrée à cet organisme. Et donc la LEMA renforce ces mesures par rapport aux milieux aquatiques, avec aussi un renforcement important sur la ressource en eau potable, avec l'instauration de mesures en lien avec les aires d'alimentation, de captage d'alimentation en eau potable. Et nous arrivons également en 2014 avec une loi importante qui va nous être présentée par Gérard Boudon, qui nous a rejoint, qui est la GEMAPI. Et je te laisse, Gérard. Merci. Bonjour. Dis un peu. Donc la loi du 27 janvier 2014. Avant que je ne commence, est-ce qu'il y a des questions sur ce que Jonathan a exposé? Tu peux continuer après. Ils vont nous répondre. D'accord. Donc la loi du 27 janvier 2014, dite la loi MAPTAM. Donc elle a introduit dans son article 56 la compétence dite GEMAPI, ce qui veut dire gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, qui est confiée aux communes et à leurs groupements intercommunaux, donc communauté de communes, communauté d'agglomération, métropole. Donc ces dernières collectivités, qui étaient déjà en charge du petit cycle de l'eau, c'est-à-dire la gestion de l'eau potable et de l'assainissement, voient ainsi leur rôle élargi au grand cycle de l'eau, c'est-à-dire au fonctionnement des cours d'eau, et donc à la prévention des inondations que ces cours d'eau peuvent provoquer. Donc cette nouvelle compétence, elle comprend l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris leurs accès quand ils sont sur le territoire de la commune ou du groupement, donc la défense contre les inondations et contre les inondations aussi de la mer, il ne faut pas l'oublier, on a eu un exemple il y a quelques années, et la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides, ainsi que des formations boisées qui sont riveraines de ces zones humides. Donc vous voyez, c'est une compétence large et importante. Le souci, bien sûr, c'est qu'il faut le nerf de la guerre. Donc pour financer cette nouvelle compétence, la loi a mis en place une nouvelle taxe qui s'appelle taxe pour la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette taxe est facultative. Les communes et les groupements de communes ne sont pas obligés de la mettre en œuvre. Ils peuvent très bien prendre sur leur budget habituel et se contenter donc d'utiliser les crédits de leur commune ou de leur groupement de communes. En revanche, s'ils l'instituent parce qu'ils estiment qu'ils en ont besoin, ce qui pourrait se comprendre, puisque sinon, évidemment, cela diminue les ressources de la commune ou du groupement pour ces autres compétences,
Eh bien, c'est la commune qui en fixe le montant, hein, c'est pas l'État qui a fixé le montant. Chaque commune est libre, hein, dans le droit fil du principe de la libre administration des collectivités locales. Simplement, le législateur a fixé un maximum, pour pas qu'il y ait d'abus, qui est de 40 € par an et par habitant. Et donc, cette taxe GEMAPI, quand elle est instituée, on commence à avoir quelques communes qui l'ont instituée, hein, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, et bien elle s'ajoute aux taxes locales, c'est-à-dire taxes foncières, demandées aux habitants de ces communes. Ensuite, quelques autres documents, enfin lois qui sont apparus depuis les années 2010 et jusqu'à maintenant, qui ont un lien plus ou moins direct avec la ressource en eau. Donc, par exemple, il y a eu les lois dites Grenelle, avec l'instauration du classement des cours d'eau, ce qu'on appelle encore les listes 1 et 2, qui apporte un cadre réglementaire renforcé sur la notion de continuité écologique. Nous avons ensuite les trames vertes et bleues, donc qui permettent d'assurer cette continuité. En lien, j'en ai parlé sur la LEMA, et bien l'instauration de captages Grenelle, qui s'appelle maintenant les captages prioritaires, qui donc renforce bien tous ces territoires où il y a une alimentation en eau potable et qui vise notamment à développer des pratiques agricoles sans intrants, phytosanitaires ou nitrates. Il y a eu l'instauration du plan Ecophyto, qui est toujours en vigueur, qui vise à réduire l'usage de pesticides à l'échelle nationale. Donc voilà, des documents, des textes qui visent à améliorer la qualité des cours d'eau, tant sur le plan physico-chimique que sur la structuration des milieux en lien avec la continuité écologique. 2016, avec la création de la loi biodiversité, qui a remis une précision sur le principe de non-régression environnementale, qui d'ailleurs est en lien avec la directive cadre sur l'eau. Il y a eu la définition d'ailleurs juridique d'un cours d'eau dans cette loi, avec la cartographie justement des cours d'eau. 2017, création de l'Agence française pour la biodiversité. Un élément aussi de réglementation qui est d'ailleurs toujours d'actualité, c'est un arrêté qui date du 4 mai 2017 qui fixe les zones de non-traitement à proximité de points d'eau. Donc points d'eau tels que rivières ou masses d'eau type étang ou lac. Et qui donc vise à limiter les pollutions directes via les traitements phytosanitaires. Donc déjà on se rend compte sur le schéma que l'histoire continue et qu'il y a toujours des actualités importantes, plus ou moins en direct avec l'eau, et sur lesquelles il faut donc rester toujours en veille, en vigilance, pour connaître leur impact sur cette ressource. Donc, petit temps de questions, donc nous allons voir s'il y a des questions ou pas. Et il n'y en a pas. On vous laisse éventuellement 30 secondes, une minute pour écrire. On peut prendre un petit temps, ce qui fera une pause, et on reprendra la suite. Bien, nous allons continuer. Et donc, maintenant, comment cela se passe d'un point de vue organisation depuis l'Europe? Déjà, il y a deux notions à prendre en compte. Il y a l'échelle dite de la planification et l'échelle dite de l'action. Donc, la planification vise donc à créer des textes, des documents visant à s'organiser sur un territoire précis pour préserver la ressource en eau. Et l'action, c'est concrètement la définition de travaux visant à préserver la ressource en eau en lien avec les objectifs définis par ces documents de planification. Alors, tout ceci démarre par l'échelle européenne, où nous avons la directive cadre sur l'eau qui fixe pour les États membres l'atteinte de l'objectif du bon état des masses d'eau selon un pas de temps de 6 ans. Donc à l'origine, quand elle a été créée, c'était l'objectif de 2015, avec deux reports possibles d'objectifs, 2021 actuellement et
éventuellement, mais même sûr, pour 2027. Elle demande donc aux États membres d'agir sur cette ressource en eau sur des territoires, on va dire, cohérents et qui correspondent pour nous aux grands bassins hydrographiques tels qu'on vous les a présentés au démarrage, via des documents de planification qui sont les SDAGE, avec la possibilité d'une déclinaison locale, soit à l'échelle d'un cours d'eau, soit à l'échelle d'une nappe souterraine, telle que la nappe de Beauce, via des SAGE. Ensuite, nous arrivons à l'échelle d'action, ou via ce qu'on pourrait nommer assez généralement des contrats territoriaux, ce sont des actions, des programmes sur plusieurs années qui visent à programmer des actions thématiques, c'est-à-dire sur la qualité de l'eau, sur la quantité, sur la qualité des milieux aquatiques, la restauration morphologique, pour justement parvenir à l'atteinte du bon état de la masse d'eau en lien avec le SDAGE notamment. Maintenant, dans le détail, ces différents textes. Donc, la directive cadre européenne sur l'eau date de 2000. Elle établit un cadre pour une politique communautaire de l'eau. Elle est actuellement commune aux 28 États membres, 28 pour l'heure, on va dire. On verra ce que ça fera pour l'Angleterre. Oui, on risque de redescendre à 27, effectivement. Et donc, elle fixe pour ces États membres des objectifs, un calendrier, souvent qui est fixé sur 6 années, renouvelable, et des objectifs. Le principal qu'on précisera à chaque fois, c'est atteindre le bon état des eaux et des milieux aquatiques. Donc, initialement, c'était 2015, maintenant, c'est d'ici 2021. Et un deuxième point qui est important, c'est le principe de non-dégradation de l'eau et des milieux aquatiques. C'est-à-dire que la situation ne doit pas s'empirer, ce qui est aussi très important. Il faut aussi savoir que le public doit être constitué et doit être informé de la mise en œuvre de cette politique de l'eau via la convention dite d'Aarhus. Et c'est pour la raison pour laquelle régulièrement le public est consulté. C'est souvent des notions assez complexes à transmettre, mais c'est souvent important aussi de partager ce qui est fait dans les différents territoires. En matière d'échelle d'action, la directive demande une gestion par bassin versant. Donc un bassin versant, c'est en gros l'échelle du territoire où toute goutte d'eau qui tombe se retrouve en un seul point qui est la rivière. En gros, c'est ce territoire-là. Et elle fixe des objectifs d'atteinte du bon état par masse d'eau. Alors, une masse d'eau, c'est une unité hydrographique cohérente. Pour se faire simple, par exemple, la Loire, c'était un fleuve très grand, on ne peut pas en faire une unité seule. Vous vous doutez bien que de l'amont à l'aval, les enjeux sont différents, la morphologie est différente. Donc, un cours d'eau est scindé, on va dire, en plus petits territoires, dit en masse d'eau, où les unités de mesure seront, on va dire, homogènes sur ce territoire. Nous redescendons d'une échelle avec les SDAGE, schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Donc, ce sont les plans de gestion préconisés par la directive cadre sur l'eau, donc sur les grands bassins hydrographiques. Ce sont des documents où il s'agit d'un document non figé, c'est-à-dire qu'il est établi pour une période de 6 ans et révisé pour être renouvelé pour les 6 années qui suivent, en respectant ou en mettant pour objectif l'atteinte du bon état des masses d'eau, voire ce qu'on appelle le bon potentiel. Donc le bon potentiel, c'est pour ce qu'on appelle les masses d'eau dites fortement modifiées. Donc ce sont des milieux aquatiques, on va dire spécifiques, qui ont été tellement modifiés par l'homme qu'on les classe dans cette catégorie. Ce document travaille sur un pas de temps de 6 ans. Donc il y a eu un premier SDAGE 2010-2015, ensuite le SDAGE actuel qui est pour la période de 2016 à 2021 et le prochain 2022-2027. Un SDAGE est adopté par le comité de bassin, celui en vigueur a été adopté en novembre 2015. Donc ce SDAGE, ce document de planification, fixe des objectifs.
de qualité ou de quantité des eaux ou des objectifs particuliers liés à certains usages. Donc à chaque fois, il y a en lien avec les pratiques, en lien avec l'agriculture, l'industrie, il y a un certain nombre de thématiques et d'orientations, donc par exemple sur la quantité d'eau, sur la qualité. Donc en qualité, il y a pollution par les nitrates, par les pesticides. Il y a préservation aussi des milieux aquatiques, avec un focus particulier sur les zones humides, par exemple. Et donc, il se décline après en dispositions spécifiques, où ces dispositions apportent un certain nombre de critères, de projets qui visent à atteindre le bon état de ces masses d'eau. Et concrètement, en plus de ce document, il y a ce qu'on appelle un programme de mesure. Pour chaque masse d'eau identifiée sur le grand bassin hydrographique, ce programme de mesure définit des mesures à adopter spécifiques en lien avec les enjeux présents sur cette masse d'eau. Donc, il peut y avoir des enjeux agricoles, des enjeux industriels, et donc des mesures qui permettent d'atteindre les objectifs assignés à cette masse d'eau. Donc, par exemple, s'il y a des problèmes liés au nitrate, très certainement, les actions préconisées seront en lien avec des pratiques agricoles moins consommatrices de nitrate, pour faire simple. Donc le SDAGE actuel, le SDAGE Loire-Bretagne, puisque la région centre se situe en grande partie sur Loire-Bretagne, sans oublier une portion qui est sur le bassin Seine-Normandie, le nord du Loiret et le nord de l'Eure-et-Loire. Loire-Bretagne dispose de 14 chapitres, répartis en 4 grandes questions ou priorités: qualité des eaux, milieu aquatique, quantité disponible et gouvernance. Gouvernance, c'est la façon de s'organiser. Alors, en 2015, pour le SDAGE 2010 à 2015, il fixait l'objectif d'atteindre de 61% du bon état des cours d'eau. Alors, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. C'est un outil stratégique de planification à l'échelle d'un bassin versant ou d'une nappe souterraine. Son objectif, c'est de rechercher un équilibre durable entre la protection des ressources en eau et des milieux aquatiques et la satisfaction des usages, tels que l'alimentation en eau potable, les besoins pour l'agriculture, pour l'industrie, les besoins pour les loisirs, etc. Il concerne tous les domaines liés à l'eau, que ce soit les problèmes de quantité, de qualité ou les milieux naturels. Et enfin, donc, il est à l'échelle d'un bassin versant, d'une rivière ou d'une nappe souterraine. En ce qui concerne l'objectif poursuivi par le SAGE, c'est un objectif donc, de bon état des masses d'eau, objectif de bon état qui a été introduit par la directive cadre sur l'eau, comme on vous l'a expliqué un petit peu avant. Le SAGE, il doit être compatible avec le SDAGE, obligatoirement, c'est-à-dire qu'un SAGE ne peut pas prévoir de dispositions qui soient contraires à celles qui figurent dans le SDAGE. En gros, le SAGE, c'est un outil d'application du SDAGE, on peut dire. Enfin, le SAGE s'articule avec les contrats de restauration et d'entretien, avec les contrats territoriaux. Donc ces contrats sont des outils de programmation opérationnelle qui déclinent les orientations du SAGE. Le SAGE, lui, en gros, il dit ce qu'il faut faire et les contrats décident de l'application. Vous avez donc là une vue sur les SAGE existants. Aujourd'hui, sur le bassin Loire-Bretagne, qu'on vous a pris en exemple, qui est donc le plus grand, 82% de ce bassin est couvert de SAGE. Donc, avec 55 démarches de SAGE en cours. Donc, vous voyez, une bonne couverture, 82%, c'est un bon taux, bien sûr, de territoire couvert par les SAGE dans le bassin Loire-Bretagne. Les autres bassins sont légèrement en retard par rapport à Loire-Bretagne et sont un peu moins bien avancés. L'objectif, bien sûr, c'est d'arriver à 100% de couverture et ça devrait effectivement être le cas au cours du 11e programme sur tous les bassins. Alors maintenant, nous allons voir le contenu et la portée juridique des documents du SAGE. Donc le SAGE, ça comporte ce qu'on appelle le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau des milieux aquatiques, le PAGD. Donc ce PAGD définit les priorités du territoire, les enjeux et les objectifs en matière de politique de l'eau, ainsi que les dispositions techniques et financières pour les atteindre.
Ensuite, il y a le règlement. Le règlement, ce sont les règles édictées par la clé pour assurer la réalisation des objectifs prioritaires du PAGD. Ce règlement, à noter qu'il est opposable aussi bien à l'administration qu'aux tiers. C'est-à-dire que personne ne peut s'en affranchir. Une collectivité locale qui souhaiterait le faire ne pourrait pas. Donc la commission locale de l'eau, en détail, il y a 3 collèges. Donc 50% les représentants des élus, hein, donc des collectivités territoriales qui sont sur le territoire du SAGE concerné, 25% de représentants des usagers, et puis 25% de représentants de l'État, hein, et de ses établissements publics. Cette clé est encadrée par des règles de fonctionnement qui sont fixées par le Code de l'environnement. Les membres ont un mandat de 6 ans et c'est une fonction totalement bénévole, non indemnisée, même pour les déplacements. Hein. Les déplacements, c'est pas remboursé. C'est un truc assez extraordinaire, extraordinaire dans le sens non ordinaire, hein, puisque toutes les autres fonctions électives, quelles qu'elles soient, ou de représentation, on a les frais de déplacement remboursés, mais pas pour la clé, il faut le savoir. La clé s'appuie aussi sur des instances donc satellites. Il y a un bureau donc, qui est constitué du président, des vice-présidents et du secrétaire général, un comité technique et puis des commissions géographiques ou thématiques. Chaque SAGE définit s'il y a lieu de faire des commissions géographiques ou thématiques compte tenu de l'importance de son SAGE et de son territoire. Donc le rôle de la clé dans le détail, donc il organise l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et la révision du SAGE, donc en accord avec les objectifs du SDAGE, de la loi sur l'eau bien sûr, et de la directive cadre. Hein. Tout ça c'est un chapiteau bien ordonné, hein, chacun devant respecter l'étage qui est au-dessus. Donc la clé c'est une assemblée délibérante, hein, comme un conseil municipal, hein. Elle délibère, elle vote. C'est une instance aussi donc, de concertation, bien sûr, hein, où il y a des échanges pour prendre des décisions. C'est un lieu privilégié de débat entre les différents acteurs, bien évidemment, puisque ça réunit, vous l'avez vu, 3 collèges avec tous les acteurs concernés par la gestion de l'eau. Et c'est aussi une assemblée qui anticipe et qui essaye de résoudre les conflits à l'avance par la discussion, plutôt que d'attendre que les différents usagers soient en conflit sur ce sujet. Alors, il faut savoir que c'est une instance administrative qui n'a pas de personnalité juridique propre, hein, c'est aussi assez extraordinaire, qui n'a pas de moyens humains et financiers non plus, et donc, n'ayant pas de personnalité juridique propre, elle ne dispose pas de la capacité à assurer maîtrise d'ouvrage. Ce n'est pas elle qui peut être maître d'ouvrage de travaux opérationnels tels que suppression d'un ouvrage sur une rivière, restauration du méandrage d'une rivière, etc. Donc elle ne vit que grâce aux contributions des collectivités locales qui la composent et de l'agence de l'eau jusqu'à maintenant. Hein, les agences de l'eau aimeraient bien se désengager du financement des clés, mais enfin pour l'instant elles y participent encore. Et bien évidemment, comme elle n'a pas de personnalité juridique propre, eh bien, elle doit faire appel à une structure porteuse. Hein. Ça peut être un syndicat d'aménagement, un syndicat de pays, un conseil départemental, un EPTB, etc. etc. Hein. À savoir, sur notre région, que l'EPTB de la Loire est structure porteuse pour tous les sages qui sont autour de la Loire, donc 12 sages. Hein. Donc l'EPTB est porteuse de 12 sages. Voilà. Donc c'est quelque chose d'important. Alors, le contrat territorial, je crois que c'est encore moi. Hein. Oui. Enfin, c'était toi ? Non, mais c'est juste pour conclure que, alors, vas-y. Comme tu le disais, il y a l'échelle de planification et ensuite l'échelle d'action avec le contrat territorial qui fixe un certain nombre de mesures concrètes de travaux à mettre en œuvre sur un pas de temps précis qui vise à favoriser et accélérer la lutte contre la pollution des eaux, restaurer les milieux aquatiques, donc notamment tout ce qui est lié à la continuité écologique. Très généralement et de façon utile, il faut que ces contrats soient multithématiques, car très généralement sur un territoire, il y a plusieurs impacts sur la ressource en eau. Donc action sur les pollutions diffuses, nitrates, pesticides, reconquête de l'équilibre morphologique, préservation, restauration des têtes de bassins versants, notamment préservation des zones humides, et lutte contre l'eutrophisation, donc qui est en lien fortement avec la pollution par les nitrates. Donc un porteur de projet, souvent un syndicat mixte aussi,
et échelle d'intervention pertinente, c'est-à-dire le bassin versant d'une rivière. Donc il y a par exemple le contrat de la Brenne ou encore de la Cisse, ou une aire d'alimentation de captage. En gros, il faut savoir que plus de 80% du territoire régional sont couverts par un contrat territorial, ce qui montre une dynamique très intéressante sur ce volet-là en région centre.